Cyril, toujours en direct ici dans les bureaux du volcan du Havre. On va parler de l'université populaire au volcan, fête leur 15e anniversaire et j'ai la chance d'avoir à mes côtés Florence Lafont qui est conseillère technique au volcan, on rappelle le volcan scène nationale du Havre, et Sonia Anton, enseignante chercheuse en littérature à l'université Le Havre Normandie. Mesdames, bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par l'université populaire en général. Est-ce qu'on peut redonner la définition de qu'est-ce qu'une université populaire? Alors, c'est un endroit, en fait, l'université populaire, elle a été créée il y a 15 ans. En fait, c'est 15 ans cette année. C'est une initiative de Jean-François Drian, le directeur du Volcan, de vouloir créer un espace où on puisse à la fois interroger des artistes et des enseignants-chercheurs sur la manière dont va le monde et essayer de comprendre. Et donc, l'idée de départ, c'est ça. Et ce partenariat, on a voulu le monter avec l'Université du Havre, parce que tout seul, Volcan, on n'y serait pas arrivé. Et ce qui nous semblait intéressant, c'était de croiser donc le regard des artistes qui ont leur vision du monde, qui ont leur manière de lire le monde, de le décrypter à travers leurs spectacles, et d'avoir aussi le savoir et l'expertise d'enseignants-chercheurs qui travaillent sur les mêmes questions, de croiser leurs regards. Et grâce à ça, on en ressort peut-être pas plus intelligent, mais en tout cas plus éclairé, puis avec des bonnes questions et parfois quelques réponses sur tous les grands sujets qui sont les nôtres aujourd'hui. Oui, dans Université populaire, il y a bien sûr université, hein, donc c'est l'idée aussi d'ouvrir les universités à un public qui n'est pas nécessairement un public d'étudiants, hein, et c'est un concept, un principe qui existe depuis plusieurs décennies en France. Il y a eu pas mal d'universités populaires, certaines ont fermé, entre guillemets, hein, d'autres subsistent, hein, et la nôtre, elle demeure, elle tient la route, et on est très content de ça. Alors, en quelques chiffres, en 15 ans, vous savez à peu près combien de conférences ont été réalisées, ont été proposées, combien d'intervenants, si vous avez les chiffres? Oui, oui, on les a. En 15 ans, on a fait venir environ 255 intervenants. Donc des artistes, des enseignants-chercheurs, mais il y a eu aussi des élus. Je pense par exemple au maire de Los-Angeles, Jean-François Caron. Il y a eu des architectes, des urbanistes, un médecin aussi. Voilà, des gens quand même très divers, mais qui à chaque fois amenaient un réel savoir et une réelle expertise sur quelque chose. Donc ça, voilà, c'est en 15 ans, 255 intervenants. On a à peu près une vingtaine de rendez-vous par an, entre 20 et 24 rendez-vous par an. Et ce qu'il faut dire surtout, c'est que l'université populaire, elle est en entrée libre, gratuite. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas d'adhésion. Vient qui veut, quand il veut, quand le thème l'intéresse, il peut venir pousser la porte de l'amphi, du volcan ou de la bibliothèque, enfin selon les endroits où ça se passe, s'asseoir, écouter, participer. Voilà, c'est vraiment en entrée libre et gratuite. Alors, en amont, comment sont préparées ces universités populaires? Est-ce qu'il y a un comité pilotage ou scientifique? Oui, il y a un comité scientifique, un comité de pilotage qui se réunit tous les ans pour préparer la saison et qui réunit des enseignants-chercheurs de l'Université du Havre et des intervenants du volcan. Une année avant, on prépare, animé sûrement par Florence Lafont. Alors, on prépare ça, oui, un an à l'avance. C'est un programme qui sort généralement en septembre et on commence les rendez-vous en octobre. Du coup, on prépare ça presque un an à l'avance. On se retrouve généralement, en janvier de l'année précédente, pour commencer à réfléchir sur, les grands thèmes qu'on a envie de mettre en avant dans l'édition prochaine et voilà, c'est un travail qui est très en amont effectivement. Alors les lieux sont différents, hein. Les lieux, on parle du volcan, mais avant de rentrer naturellement dans la description et la programmation de ces 15 ans, comment sont choisis ces lieux? Alors, ils sont choisis de manière très pragmatique. À l'université, il y a des amphis et qui permettent d'accueillir quand même pas mal de gens. Avant la crise de la Covid-19, les conférences attiraient quand même jusqu'à 300 personnes parfois. Du coup, l'amphi a des universités qu'elle met à disposition pour ça. Et puis, il y a également des rencontres qui se passent au volcan, alors plutôt dans l'espace bar du volcan, le FITS,
C'est un autre format de rencontre où on fait venir artistes et enseignants-chercheurs, regards croisés, on ouvre le bar. C'est un format plus petit, un peu moins formel, un peu moins magistral. Et puis, on a noué des partenariats tout au long de ces 15 ans avec différents partenaires. Donc, il nous est déjà arrivé de faire des choses avec le MUMA, avec l'agence d'urbanisme, avec la bibliothèque cette année. Il n'y a pas très longtemps, on a organisé une rencontre avec Michel Bussy. Ça se passait à la bibliothèque Niemeyer. On a déjà fait des rencontres à Cocrioville. Voilà, donc selon les partenariats, on peut aussi les faire en dehors du volcan et de l'université. Mais l'essentiel se passe dans les amphis de l'université et au volcan. Alors, on fêtait le 15e anniversaire de ces universités populaires, on les appelle les UP, voilà. Et est-ce qu'il y a un fil rouge voilà, pour cette année particulière, puisque ce sont les 15 ans? Oui, nous avons élaboré un fil rouge autour de 15 ans, et qui s'articule en gros dans 3 directions. L'adolescence, hein. Qu'est-ce que c'est qu'avoir 15 ans aujourd'hui? Il y a aussi un regard rétrospectif sur les 15 dernières années, sur notre monde, ces 15 dernières années qui a profondément évolué. Et aussi un regard prospectif, hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on imagine le monde dans 15 ans, comment on voudrait que le monde soit dans 15 ans. Et en gros, la réflexion et les conférences s'articulent plus ou moins, parce qu'il y a aussi du hors-sujet, on va dire, hein, bien sûr, en dehors de cette thématique. Ça s'articule autour de ces 3 directions. D'accord. Alors là, il y a des conférences qui sont déjà passées, hein, ça a démarré au mois de septembre ou octobre. Est-ce qu'on peut commencer à citer des conférences, des grands temps forts, justement sur ces 15 ans d'université populaire? Ah, il y en a plein. C'est ça, c'est qu'il y en a plein, donc Il y en a plein. Dans le droit fil de ce que disait Sonia, les thèmes qui sont en prise directe avec les préoccupations des adolescents, ceux qui ont 15 ans aujourd'hui, quoi, hein. Depuis que l'université populaire est née, la nôtre, maintenant ils ont 15 ans. Et du coup, ce sont des conférences passées, mais qui étaient passionnantes. On a parlé des influenceurs, c'est quand même leur monde, les influenceurs. Et nous, on a essayé de soulever un peu le voile en essayant voilà, d'expliquer ce qui se passe sur ce marché des influenceurs, comment ça marche, leur statut, ce qui touche aussi, et comment ils sont souvent inféodés aux marques. Voilà. Donc, voilà, on a eu envie de parler de ça. On a parlé du genre, c'était passionnant. C'est une question qui concerne de plus en plus aujourd'hui les collégiens, les lycéens, enfin les jeunes. Et du coup, c'était passionnant d'en parler. On va faire on va consacrer aussi une rencontre au rap, qui est quand même la musique des jeunes. Et on fait venir un rappeur et puis un animateur qui est un grand spécialiste de ce monde-là et qui va raconter toute l'histoire du hip-hop. Et ça se terminera par un DJ set à la BU et tout ça en entrée libre, gratuite. Donc voilà, ça va être des moments assez forts. On a aussi une rencontre au mois de mai, toujours avec les ados. Donc ça, c'est lié à un projet que le Volcan mène avec le collège Henri Vallon. Et on a proposé à une classe de travailler sur une fiction radiophonique. Donc toute l'année, ils vont travailler avec des animateurs de radio. oui, vous pouvez le dire, hein, avec nos confrères de Radio Westrack. Il n'y a pas de souci, on est ensemble sur la même fédération et on n'a pas de concurrence, nous, les radios associatives. Donc avec Westrack Radio. Et en fait, ils vont travailler sur le thème suivant. On va imaginer notre monde dans 15 ans. Donc ils vont élaborer une fiction et imaginer leur monde dans 15 ans. Et on va proposer aux auditeurs de l'Université populaire de les retrouver au mois de mai, d'écouter cette fiction radiophonique et d'échanger avec eux. Puis les gens qui les auront aidés, il y a des metteuses en scène qui vont les aider dans cette démarche, et puis également un philosophe qui va les accompagner. Voilà, donc ce sont des rendez-vous autour des ados qui ont été et qui seront des moments forts. Et puis on a également des grands rendez-vous à venir sur des grands sujets.
des grands questionnements du monde d'aujourd'hui. Alors, on va pouvoir peut-être en parler davantage, mais il y a l'intelligence artificielle, la pandémie, les crises migratoires. Ok. La prochaine conférence, elle est en ligne. C'est une grande première, c'est parce qu'il y a eu voilà, cette pandémie et la facilité d'avoir des gens en ligne, ou ça s'est déjà produit avant la Covid? Non, pas du tout. Ça, c'est sans relation avec la pandémie, puisque en fait la conférence porte sur le cyberpunk qui s'exprime et se déploie à travers le web. Hein. Donc le conférencier, qui est un spécialiste de la question, ne concevait pas de parler autrement que via une conférence à distance. Voilà. D'accord, alors on rappelle, hein, c'est Yannick Rampala. Oui, Yannick Rompala. C'est lundi, donc c'est après-demain. Voilà, c'est après-demain, c'est à 18h. Nous avons envoyé à nos auditeurs le lien Zoom, qui figure aussi sur le site de l'université, sur le site du Volcan. Et on vous invite vraiment vivement à assister à cette conférence qui risque de surprendre, de décoiffer. Et Cyberpunk is not dead, hein, donc tout un programme. Justement, avant de continuer sur cette programmation, comment vous choisissez vos intervenants? Est-ce qu'ils vous sont proposés? Est-ce qu'eux vont vers vous pour vous proposer des conférences ou des tables rondes? Alors non, en fait, c'est nous qui les intervenants. Il y a des artistes qui sont accueillis dans la programmation du Volcan,
qui sont des intervenants. Une fois que la programmation est bâtie, on s'en empare et puis on regarde quels sont On choisit plutôt d'interroger des artistes qui parlent du monde d'aujourd'hui. Par exemple, Pauline Bureau, qu'on va inviter au mois de janvier, elle va faire un spectacle autour de la GPA, qui est quand même, voilà, tout ce qui est PMA, GPA, on en parle beaucoup. Et du coup, elle a des choses à dire sur cette question-là. Elle le traduit, elle, à travers un acte de création théâtrale. Et on fait venir avec elle, pour discuter de cette question-là, 2 universitaires de l'Université du Havre, qui sont des chercheuses en droit de la famille, en sociologie de la famille. Et on va discuter de cette question-là. Donc, il y a les artistes du Volcan qu'on fait venir, et puis à l'université, les enseignants-chercheurs ont des réseaux. D'abord, ils interviennent eux-mêmes, ceux de l'Université du Havre. Quand ils sont compétents sur une question, ce sont les premiers intervenants. Et sinon, il y a tout ce réseau universitaire qui est énorme, et les intervenants viennent de partout. Ils sont proposés par les enseignants-chercheurs de l'Université du Havre parce qu'ils connaissent un tel qui bosse sur telle question, qui est un spécialiste de telle question. Et c'est nous qui réfléchissons aux intervenants qu'on a envie de faire venir. On les contacte et puis généralement, ils disent oui. Puis il y a la confiance aussi, la confiance entre le conférencier et l'organisateur. Bien sûr, hein, il y a un rapport de confiance. Et puis il y a aussi l'esprit de l'université populaire, hein. C'est particulier, hein, ces conférences et ces rencontres ouvertes au public, à tout public. Et on a beaucoup de conférenciers, la plupart, qui aiment ça, enfin, Oui. qui aiment ce principe, hein, d'élargir leur savoir à un public qui n'est pas un public d'initiés. Et c'est souvent très riche, en fait, comme échange et comme partage. Moi, je suis enseignante, hein, j'ai l'habitude de parler à des étudiants qui ont choisi cette formation, etc., etc. Là, quand je prends la parole à l'UP, je parle à des hommes et des femmes qui, a priori, ne sont pas des littéraires, qui ont une curiosité différente, quoi, que peuvent avoir les étudiants. Et justement, quelle est à peu près la durée moyenne d'une conférence? Et il y a aussi une partie questions-réponses. Oui, une conférence dure environ 1 heure, hein, et on se réserve entre un quart d'heure et une demi-heure, en fonction de la durée de la conférence, pour les questions-réponses qui sont très importantes, très intéressantes, hein. On encourage le plus possible cet échange. Il y a aussi une sociabilité qui se crée autour de l'UP, c'est-à-dire que les auditeurs sont souvent des gens qui viennent régulièrement, qui se connaissent et qui ensuite échangent entre eux, hein. Et moi, je les vois souvent, ils vont boire un café, ils vont au resto. Enfin, c'est aussi un moment, je pense, de partage, de sociabilité et d'échange entre les auditeurs. Et parfois, les conférenciers, quand ils sont là, quand ils traînent un petit peu après la conférence, ou voilà. Alors j'ai vu aussi dans votre programmation que vous osez, ça c'est bien, avoir des sujets un peu tabous. On a parlé, je ne sais pas si on en a parlé, mais vous avez un sujet sur l'argent. Vous avez, en début décembre, vous allez avoir un sujet sur la pédophilie. C'est quand même des sujets très très lourds, pas faciles, qui peut aussi freiner peut-être des gens pour venir voir une conférence sur ce thème, mais ça peut être vraiment très très intéressant. C'est quelque chose d'important pour vous, ce genre de sujet? Ah, absolument. En fait, il y a des sujets qui sont très, très médiatisés. Et ce qu'on recherche aussi à travers cette université populaire, c'est justement de donner aussi des clés de lecture aux gens, de prendre un peu de recul par rapport à un événement ou un phénomène et de mieux le comprendre. Et la pédophilie, l'historienne qui vient, Anne-Claude Ambroise-Rendu, c'est une très grande historienne française qui est une spécialiste de cette question. Elle a beaucoup travaillé elle a publié d'ailleurs un ouvrage qui s'appelle «Histoire de la pédophilie». Et elle, ce qu'elle va expliquer, c'est que cette notion de crime sexuel, finalement, elle est assez récente et que pendant des décennies, ça n'existait pas. Et tout ce qu'elle va nous raconter par rapport à ce qui aujourd'hui devient complètement acquis, enfin, on n'imagine pas qu'il ne puisse pas y avoir crime sexuel quand on s'attaque à un enfant. Mais quand on repart dans l'histoire et que on se penche un peu sur l'histoire et on réalise aussi, on comprend mieux les débats d'aujourd'hui quand on est nourri aussi de ce regard et de ce recul. Voilà. Et c'est ce qu'amènent des universitaires. C'est de nous donner des clés aussi pour mieux comprendre. Et à chaque fois, on essaie de faire comme ça. C'est pas un savoir qui est balancé comme ça. C'est vraiment
en fait, on dit aux intervenants, aidez-nous à mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, voilà, à mieux l'analyser. Et souvent, on l'analyse mieux quand on prend le temps de comprendre ce qui s'est passé avant et tout ce qu'il y a derrière. Alors j'ai vu aussi que vous avez des conférences en amont qui amènent après un spectacle. Par exemple, celui-ci, non? Alors lequel? Pour autrui, Enfant pour autrui. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça, c'est une metteuse en scène, Pauline Bureau, qui est accueillie dans la programmation du Volcan. Du coup, son spectacle parlant de la GPA, on s'est dit, mais voilà, on va organiser une rencontre avec l'artiste et puis des universitaires sur ces questions-là qui sont aussi très débattues. Voilà. Donc le spectacle, il existe déjà. Il est dans la programmation du Volcan et on tire le fil pour proposer une rencontre qui mêle le regard de l'artiste et celui de l'enseignant-chercheur. Oui, alors ça, pour revenir un petit peu sur ces sujets polémiques, ces sujets parfois tabous, on est quand même dans une société dans laquelle il y a une hypertrophie des informations en fait. On est sans arrêt bombardé d'informations et de prises de position, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi à la télévision. Donc on a le sentiment qu'on sait tous grosso modo ce qu'est la pédophilie, ce qu'est le genre, la question du genre, ce qu'est les problèmes que soulève l'argent. On a ce sentiment-là. En réalité, non. En réalité, je crois qu'il y a beaucoup de préjugés, d'idées toutes faites, de fake news aussi. Et que l'UP, ça peut être l'occasion justement de poser des bases solides, scientifiques, argumentées, documentées sur ces thèmes dont tout le monde parle, mais que peu de gens maîtrisent vraiment en fait. Et c'était assez frappant sur la conférence sur le genre, par exemple, là, hier ou avant-hier, l'Académie française a accepté de faire entrer dans le Robert le pronom « yel ». Et je sais que voilà, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. On en parle partout, cette question de genre, d'intersectionnalité, de transidentité, etc. Mais je crois que c'est important de temps en temps d'inviter un spécialiste qui donne des éléments de réponse, des éléments d'analyse un peu plus concrets, quoi, et argumentés. Ok. Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus, hymnes qui résonnent. Et si en plus, il n'y a personne? Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Il y a tant de torpeur, de musique antalgique, tant d'antidouleurs dans ces jolis cantiques. Il y a tant de questions et tant de mystères, tant de compassion et tant de revolvers, tant d'angélus, hymnes qui résonnent. Et si en plus, il n'y a personne?
Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide, si toutes ces balles traçantes, toutes ces armes de poing, toutes ces femmes ignorantes, ces enfants orphelins, si ces vies qui chavirent, ces yeux mouillés, ce n'était que le plaisir de zigouiller. Et l'angélus, ding qui résonne. Et si en plus, il n'y a personne, et l'angélus, qui résonne. Et si en plus, il n'y a personne. On est toujours en direct avec Sonia Anton de l'Université du Havre et Florence Lafont du Volcan. Elles sont animatrices, coordinatrices, elles créent, elles organisent toutes ces belles conférences, tables rondes, conférences en ligne pour les universités populaires. On vous rappelle que ce sont des rendez-vous 100% gratuits, sans invitation et sans, en fin de compte, inscription. Voilà, libre à chaque personne de se rendre dans ces lieux. On en parlera justement juste avant d'entrer dans le détail. Ce petit fascicule, il est disponible un petit peu partout dans des lieux culturels ? Oui, il est disponible à peu près partout. Il est à la Galerne, il est au Volcan, il est à l'université, il est à la BU. Et puis il est en ligne aussi, surtout si les auditeurs ne peuvent pas se déplacer, sur le site de l'université Le Havre-Normandie et sur le site du Volcan. Oui. Ils peuvent télécharger la brochure très facilement. Ok, alors il y a encore d'autres temps forts, il n'y a que des temps forts en fin de compte sur ces sujets, des sujets où on voit un petit peu une vision à 15 ans. On parle on a le sujet des Roms, on a aussi l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut parler de ces rencontres ? Oui, tout à fait. Le 13 décembre, justement, c'est bientôt un rendez-vous avec un spécialiste de l'intelligence artificielle, qui est un professeur des universités qui enseigne à l'Université du Havre, qui s'appelle Damien Olivier. Et c'est une discipline qu'il enseigne depuis plus de 20 ans. Et il va nous aider à réfléchir sur les biais de l'intelligence artificielle. Quand vous tapez une requête dans votre moteur de recherche, vous recevez des réponses. Et ces réponses, elles sont orientées. Elles ont été conçues par des logiciels eux-mêmes, conçus par des hommes, des femmes, avec des présupposés, avec des biais, avec des clichés. Et du coup, c'est très important de poser la question des biais de l'intelligence artificielle parce qu'elle décide quand même de plus en plus pour nous dans notre vie quotidienne. Elle décide dans le domaine de la santé, les voitures, la maison et puis bien sûr les écrans, les portables. Et du coup, c'est une question éthique qui est fondamentale. Jusqu'où l'intelligence artificielle décide pour nous finalement. Voilà. Donc ça, c'est une conférence qui va être passionnante et très importante. Et puis, il y en a une autre aussi sur la pandémie. Et là, on est très, très content au mois de janvier d'accueillir un médecin épidémiologiste qui bosse depuis 30 ans sur la question des pandémies à l'échelle du monde. Donc, qui dit pandémie, dit échelle mondiale. Et c'est un vrai spécialiste de la chose. Il a travaillé à l'OMS, il travaille au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies à Stockholm. Il a travaillé sur le SARS en Chine, sur le coronavirus en Arabie Saoudite, sur le virus Ebola, sur la grippe H1N1. Donc lui, il va poser la question des institutions et des États. Voilà, comment on fait quand on est confronté à des crises de cette ampleur. Et même si on s'y prépare, il va pointer la difficulté qu'il y a à trouver les bonnes réponses. Ça va être aussi un rendez-vous tout à fait passionnant. On pourrait continuer aussi avec la question des crises migratoires. On fait venir en février
quelqu'un qui a une double casquette, il est géographe. Donc, les flux migratoires, il peut les analyser aussi d'un point de vue scientifique, notamment la question de la Méditerranée et puis des crises migratoires, enfin de tous ces migrants qui traversent la Méditerranée, qui est devenue un cimetière depuis des années pour les migrants. Et c'est aussi quelqu'un qui fait du sauvetage en mer. Donc, ces migrants, il va aussi les secourir. Et il aura une double casquette pour nous parler de ça. Et ça va être aussi un rendez-vous très fort. Il y en a plein de rendez-vous. On peut aussi citer un rendez-vous aussi incontournable avec la grande sociologue du travail, Dominique Méda. Alors elle intervient le 4 avril. Elle est professeure de sociologie à Paris-Dauphine et elle a énormément son domaine de recherche, c'est vraiment le travail et l'avenir du travail, réinventer le travail. Et ça va être passionnant de l'écouter sur... qu'est-ce que va devenir le travail dans les 15 ans à venir, par exemple. Voilà. Alors voilà, on vous rappelle, vous pouvez aller sur le site aussi, notamment du Volcan de l'université, pour avoir tout le programme détaillé. Il y a 15 ans de lecture d'étudiantes aussi, Sonia Anton. Oui, à l'occasion donc, de l'anniversaire de l'UP, on a demandé à des étudiants de l'université, j'ai demandé à mes étudiants d'écrire autour du thème 15 ans. Donc l'idée, ils vont donc produire des textes à l'occasion d'un atelier d'écriture qu'ils liront, qu'ils viendront performer ou lire, je ne sais pas encore, au FITS, au Volcan. Et l'idée, c'est de donner la parole à des jeunes gens sur cette question du monde aujourd'hui et dans 15 ans. D'accord. J'ai une question à vous poser, question personnelle à toutes les deux. Enfin, j'ai même 2 questions. La première, c'est comment était Sonia Anton et Florent Slafond à 15 ans, comment étiez-vous? Et la deuxième question, c'est quel est votre souhait pour dans 15 ans? Voilà, question pas facile, à froid, mais voilà, je vous laisse répondre. Moi, j'ai été une adolescente assez optimiste, assez joyeuse. Voilà ce que j'étais à 15 ans. Je lisais beaucoup, j'avais envie de devenir prof de lettres. Vous vivez votre passion en fin de compte? Je vis ma passion, ouais. J'avais pas trop peur pour l'avenir, voilà. Dans 15 ans, moi j'aimerais que le monde soit totalement différent de ce qu'il est aujourd'hui. J'aimerais bien que tout change, absolument tout. Ok. Et Florence? Alors moi, j'ai eu une adolescence assez protégée, et comme Sonia, assez joyeuse et assez, oui, protégée finalement. Et je trouve que le monde aujourd'hui est incroyablement complexe et dans 15 ans, je ne sais pas comment sera le monde. Par contre, je trouve qu'il faut absolument donner à tout le monde des outils. Il faut les armer pour pouvoir survivre entre guillemets dans ce monde, se construire et s'y épanouir. Et je trouve que la question de l'éducation, du savoir, du partage, elle est essentielle. Le monde, il ne sera pas forcément très beau dans 15 ans, il sera aussi complexe, il sera passionnant aussi. Mais il faut s'armer, il faut donner des outils, et notamment aux jeunes aujourd'hui, pour y être bien dans ce monde. Alors l'interview va bientôt s'arrêter, on a fait pas mal de tours des universités populaires. De toute façon, si vous voulez vraiment le programme détaillé, vous pouvez voir les fascicules au Volcan, vous l'avez dit, la Galerne Université. C'est gratuit, sans inscription. Et est-ce qu'il y a entre guillemets, une boîte à idées qui est ouverte sur un site internet où les gens peuvent proposer des futurs sujets? Ah bah non, on pourrait la mettre en place. Non. Ah bah voilà, j'ai ramené peut-être une idée. Quelle bonne idée, quelle excellente idée, merci. Voilà, écoutez Florence et Sonia, à l'année prochaine pour la 16e du coup édition des universités populaires. Voilà, merci. Merci.